Mesdames et messieurs, il y a en Amérique un concept très intéressant que je n'avais jamais rencontré auparavant, appelé la surprise d'octobre. Eh bien, ceux qui savent, tant mieux, ceux qui ne savent pas, attendez, je vais expliquer un peu. Israël crie qu'il ne se soumettra pas. L'Europe secoue la tête. Les républicains à Washington disent que Trump a capitulé. Et les Iraniens célèbrent la victoire dans les rues de Téhéran. Et voici ce qu'il est important de comprendre dès le début, parce que tous les commentateurs, sans exception, confondent cela. L'Iran a déclaré qu'il renonçait à l'arme nucléaire. C'est une déclaration politique, mais physiquement, il existe de l'uranium enrichi accumulé par l'Iran dans des centrifugeuses, dans des entrepôts. Qu'en faire? Où l'exporter? Qui contrôle? C'est précisément pour cela qu'il y a 60 jours de négociations techniques, nous ne fabriquerons pas de bombes. Et donc, ce que nous ferons avec le matériau à partir duquel on peut la fabriquer, c'est une toute autre question. Ce sont deux discussions complètement différentes. Aujourd'hui, nous allons clarifier ce qui est un fait, ce qui est une version, et ce qui est de la pure spéculation. Et en même temps, pourquoi? Pourquoi tout ce tapage autour d'Israël? Peut-être que c'est le plus grand théâtre politique de notre époque. Et à la fin, ce que Trump veut vraiment. Et cela va vous surprendre. Voici comment tout a commencé. Bon, les objectifs de l'opération, d'accord? Allons-y sans interprétation. Le 28 février 2026, les États-Unis et l'Iran ont lancé une opération militaire contre l'Iran. La Maison-Blanche a publié un communiqué officiel présentant 4 objectifs pour la campagne. Démilitariser l'Iran est le premier objectif. Le second objectif est de protéger les États-Unis de futures attaques. Troisièmement, l'élimination du régime des ayatollahs. Et quatrièmement, la protection du peuple iranien contre les groupes mandataires de son propre gouvernement. Avez-vous remarqué qu'il n'y a rien ici sur l'énergie atomique? Faites-y attention, s'il vous plaît. Le programme nucléaire ne figure pas comme un objectif distinct dans cette liste. Ah, vous allez dire, mais c'est justement pour ça qu'on s'en est mêlé, non? C'était un prétexte, un déclencheur, une raison publique pour commencer la guerre. Mais les objectifs officiels sont plus larges. Le changement de régime s'est annoncé de façon plus large. Le changement de régime est annoncé de façon plus large. La démilitarisation, une refonte complète du Moyen-Orient. Autrement dit, ce qui aurait vraiment effrayé la direction iranienne. Vouloir leur prendre la bombe atomique, les matériaux et les centrifugeuses ne les aurait pas effrayés. D'ailleurs, juste pour que vous compreniez, aucun de ces 4 objectifs officiellement déclarés n'a été atteint. Le régime des ayatollahs subsiste. L'armée iranienne n'est visiblement pas démilitarisée. Les groupes mandataires subsistent. Les installations nucléaires sont partiellement endommagées, mais non détruites. Et pourtant, le 15 juin, il a été annoncé qu'un accord serait signé le 19 juin en Suisse. Comment ça s'appelle? Je vais vous raconter une histoire. Une technique de négociation est utilisée par les marchands expérimentés, les diplomates intelligents et, apparemment, par Donald J. Trump. D'abord, vous avancez une exigence complètement folle. Le Canada sera notre pays. Le 51e État. Le Groenland doit devenir américain. L'Iran doit être complètement démilitarisé, changer de régime et se mettre à genoux. Tout le monde autour est horrifié. Ils disent « Vous êtes devenus fous ou quoi? Les gars, qu'est-ce que vous faites ?» Oui, les partenaires se disputent, les adversaires se mobilisent, les alliés chuchotent. Les journalistes s'emballent et publient des articles affirmant que Trump a perdu la tête. Et puis Trump comprend. Il recule. Et il se contente de moins. Le Canada réduit les barrières commerciales. Le Canada n'a pas été conquis, mais il a réduit ses barrières commerciales. Ce n'est rien face à une prise, non? Oui, c'est exactement ce qu'il fallait à Trump. Pour le Groenland, ils se sont mis d'accord sur une présence militaire sans annexion formelle. Mais c'est exactement ce qu'ils voulaient. L'Iran ouvre le détroit d'Ormuz et renonce officiellement aux armes nucléaires. C'est exactement ce qu'il fallait. Et il est repoussé d'au moins 5 ans en arrière. Je pense que c'est plutôt 10 ans, disons 5 ans en arrière. Dans ce qu'on appelle son complexe militaro-industriel, comme on dit, n'est-ce pas? Et surtout, en ayant cédé toutes ces petites choses à Donald Trump, tout le monde se sent vainqueur. Ils ont vaincu Donald Trump lui-même. Les Iraniens disent « Nous avons tenu bon ». Les Européens disent « Nous avons empêché l'escalade ». Israël crie. Et nous, nous ne céderons pas. Quant à Donald Trump, à mon avis, il a obtenu tout ce pourquoi il était venu.
Bon d'accord, ce que l'on sait avec certitude, rien que les faits. Divisons l'information en 3 catégories, c'est important. Dans l'espace médiatique, tout est mélangé. Les faits sont confirmés officiellement par les 2 parties. Ciao. Le 15 juin, les États-Unis et l'Iran ont annoncé avoir conclu un mémorandum. Cette annonce n'est pas une signature et un mémorandum n'est pas un traité. C'est autre chose. Renseignez-vous sur ce que c'est. La signature est prévue pour le 19 juin en Suisse. Téhéran déclare renoncer à la création d'armes nucléaires. Il le déclare, c'est une déclaration politique. Ce n'est pas un fait technique vérifié. C'est précisément pour cela qu'il y a 60 jours de négociations techniques. Que faire avec l'uranium enrichi déjà accumulé? Quel est le mécanisme de contrôle et qui inspecte quoi? C'est très important. Washington s'engage donc à débloquer une partie des avoirs iraniens, c'est-à-dire l'argent iranien sur lequel nous avons mis la main. Le blocus maritime américain est levé. Le détroit d'Ormuz est rouvert après la signature. Le programme de missiles de l'Iran est complètement exclu de l'ordre du jour. Il n'est même pas discuté. L'accord final est approuvé par une résolution. Du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme si ça ne valait rien du tout, ces trucs-là. Juste pour faire joli, comme on dit. L'ONU approuve. Voilà, il n'y a plus d'autres faits. N'est-ce pas? Qu'entend-on par soi-disant version? Ce sont les propos exprimés par différentes parties. Ce qu'ils auraient obtenu, n'est-ce pas? Une version n'est ni un mensonge, ni la vérité, mais souvent une interprétation. Que chaque partie présente comme un fait. À toi de démêler tout ça. La version de Trump. Victoire. L'Iran est brisé. Le détroit est ouvert. La menace est levée. J'ai fait ce que Biden n'a pas pu faire en 4 ans. Hurrah pour moi. Version iranienne. Notre victoire. Buvons à notre victoire. Nous avons tiré sous les bombardements. Le programme de missiles est préservé. Les sanctions sont levées. Version d'Israël. En fait, nous ne faisons pas partie de cet accord. Israël est souverain et n'est pas soumis à Washington. Donc, on fait ce qu'on veut. J'ai compris. La version de l'Europe. C'est un pas dans la bonne direction, mais trop précipité. Trop précipité. 60 jours pour des négociations nucléaires, c'est irréaliste. Tu ne boirais même pas 2 caisses de champagne. L'accord de 2015 a pris presque 2 ans. Rappelle-toi combien de champagne ils ont bu lors de chaque réunion. Selon les rumeurs, ils prenaient des bains de champagne dans la baignoire. C'est la version des critiques républicains. Ce sont les nôtres, nos propres critiques. Donc oui, l'Iran a pris en otage l'économie mondiale via le détroit d'Ormuz. Et il a obtenu des concessions. C'est une capitulation. Et qu'est-ce qui relève de la pure spéculation? Dans la version précédente, ce n'était que des propos bien pratiques, juste pour que les gens pensent que c'est vraiment un fait. Donc la spéculation, c'est ce qui s'est présenté comme une analyse. On la lance comme ça, mais il n'y a absolument aucune preuve documentaire. Première spéculation. L'Iran va immédiatement envoyer de l'argent pour des missiles et au Hezbollah. C'est possible. Est-ce que cela est confirmé par des documents? Non, ce n'est pas confirmé. Deuxième spéculation. L'accord est pire que celui qu'Obama a signé en 2015. La comparaison n'est pas tout à fait correcte. Le contexte est donc fondamentalement différent. Ici, il y a la guerre, le blocus, la destruction partielle des infrastructures. Troisième spéculation. Netanyahou va faire échouer l'accord. Quant à l'avenir, j'espère que vous comprenez que personne ne peut le prédire. Netanyahou va faire échouer l'accord. Signature, provocation et injection. C'est possible, oui, mais c'est une prévision, pas un fait. Ne mélangez pas. Quatrième spéculation. Le mémorandum n'a pas de force juridique et sera immédiatement contesté. Techniquement, c'est correct, oui. Mais politiquement, les 2 gouvernements ont annoncé publiquement l'accord. Le prix d'un retrait est trop élevé pour l'une ou l'autre des parties. Mais attendez, il y a une question qui vous concerne personnellement. Ceux qui vivent, disons, dans la diaspora russophone, et qui regardent ces événements avec une certaine inquiétude. Vous vous souvenez, au début de la guerre avec l'Iran, on pensait « c'est parti pour longtemps ». Hausse des prix, instabilité, incertitude. Eh bien, dans quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi, justement maintenant, à ce moment précis, ceux qui comprennent la mécanique de ce qui se passe ont toutes les raisons d'être optimistes. Pas d'un optimisme naïf. Avoir des raisons d'être optimiste, c'est avoir des raisons mûrement réfléchies. Mais parlons d'abord d'Israël.
Parce que ce qui se passe là-bas, comme on dit en hébreu, c'est un spectacle à part entière. Beaucoup prennent cela pour la réalité. Eh bien, c'est justement fait pour ça. Le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, a déclaré « Israël est un État souverain et ne se soumet pas aux États-Unis. » Et Netanyahou a refusé de retirer les troupes du Liban. Des sources israéliennes affirment que l'accord ne résout pas les questions clés concernant l'uranium et le Hezbollah. Fortement avec détermination. Très indépendamment. En revenant, et à mon avis, c'est du théâtre. Sur le théâtre. À mon avis, le théâtre. Israël reçoit des États-Unis environ 4 milliards de dollars d'aide militaire chaque année, le système Dôme de fer, partiellement américaine. Les chasseurs F-35 sont américains. Les bombes qui ont frappé l'Iran sont américaines. Les États-Unis ont mené plus de 1000 frappes au cours des premières 24 heures de l'opération, en plus de celles du premier jour de l'opération. Quand Ben Gvir dit « Nous n'obéissons pas à Washington », c'est comme une personne qui vit dans un appartement payé par un ami, mange sa nourriture, porte ses vêtements et crie en même temps « Je ne dépends de personne ». Tu as compris ? Eh bien, c'est soit de la naïveté, soit un jeu. Tiens. Un public interne, israélien, enfin un certain public. Honnêtement, je suis sûr à 99% que c'est la deuxième option, que c'est un jeu. Netanyahou est un homme politique très expérimenté. La guerre prolonge sa vie politique. Tant que les hostilités continuent, il n'y a ni procès, ni élection, ni opposition. C'est-à-dire que le procès a bien lieu, mais il ne décide de rien. Il n'y a pas d'opposition capable de le renverser. C'est reconnu ouvertement. Les analystes israéliens en parlent directement. La paix ne lui est pas politiquement avantageuse. Voilà pourquoi ce cri. Nous ne remplirons pas les conditions. Ce n'est pas une stratégie, mais une manœuvre pour gagner du temps, compliquer et trouver un nouveau prétexte à l'escalade. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le fait est qu'Israël ne peut pas se battre sans les États-Unis. 10 millions de personnes, les meilleures du monde, oui, les meilleures du monde, ne peuvent pas se battre contre 90 millions de personnes en Iran. Avec l'énorme somme d'argent qu'ils ont dépensée pour les missiles et qui à tout moment peuvent commencer à pleuvoir en masse, sachant qu'il n'y a pas de nouvelles livraisons de missiles américains. Ils peuvent s'abattre en masse sur Israël, d'accord ? La vraie limite est simple. Un homme politique israélien qui s'opposera à une guerre directe à la volonté de Washington au moment où le monde entier observe la signature, il restera seul, ce politicien et Israël. Seul face à l'Iran, à la Turquie, au Hezbollah et au monde arabe. Sans la couverture américaine. Un homme qui crie « Je suis indépendant » tout en dépendant entièrement des ressources des autres va soit bientôt perdre politiquement, soit c'est un idiot. Et Netanyahou, eh bien ce n'est pas un idiot, donc c'est un jeu. Messieurs, donc c'est un jeu. Et maintenant, parlons de ce dont on parle rarement, mais qui explique en général beaucoup de choses. En novembre 1926, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les élections de mi-mandat au Congrès. C'est l'objectif politique interne principal des républicains en ce moment. Voici les chiffres. Historiquement, le parti du président perd lors de ces élections de mi-mandat, comme on les appelle, c'est-à-dire entre deux élections présidentielles, 25 à 30 sièges à la Chambre des représentants. C'est, comme on dit, presque une loi d'airain de la politique américaine. Sur les 25 dernières élections, cela s'est vérifié 23 fois. 23 fois sur 25. Mais les républicains ont pris plusieurs mesures qui modifient légèrement l'équation. La première, c'est le redécoupage des circonscriptions. Donc en décembre 2025, la Cour suprême, par un vote de 6 contre 3, a autorisé le Texas à utiliser la nouvelle carte des circonscriptions. Cela donne aux républicains, eh bien, de mon point de vue, 5 sièges supplémentaires, pas seulement au Texas. Pour le Congrès, il y a aussi le Missouri, la Caroline du Nord et encore quelques autres États. La même chose, eh bien un nombre moindre mais la même chose. Selon les analystes, le gain net des républicains grâce à cette redistribution est d'environ 15 sièges supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils étaient démocrates, ils deviendront républicains. Voilà. Donc, si la tendance historique donne à l'opposition 25 à 30 sièges et que la redistribution en compense 15, la véritable lutte porte sur ce qui reste, combien ?
10 à 15 sièges. C'est précisément là que tout se joue. C'est là que ça devient intéressant. En politique, il existe le concept de la surprise d'octobre. Ce que j'ai dit au début. C'est quand, quelques semaines avant les élections, on déverse un tel volume sur l'adversaire. Un volume d'informations compromettantes tel qu'il n'a physiquement pas le temps de se justifier. Même ceux qui ne seraient là pas convaincus se retrouvent abasourdis. Trump et les républicains accumulaient tant des informations compromettantes. Ils auraient pu les publier progressivement, mais ils les ont gardées en réserve. Pour le moment opportun. Pour septembre-octobre 2026. Pour une surprise d'octobre. 4 affaires me viennent à l'esprit, déjà connues publiquement avec chiffres. Première, Minnesota. Évidemment, vous aviez deviné que ce serait le Minnesota. Fraude aux programmes sociaux pour un montant allant jusqu'à 9 milliards de dollars. De l'argent destiné à nourrir les enfants. La prise en charge des personnes handicapées. Comme tout cela sonnera bien à la télévision et ailleurs, n'est-ce pas ? Il finissait dans les poches liées à la communauté somalienne. D'accord, la communauté somalienne. Outre la communauté somalienne, il s'y produisait aussi des choses folles. Le gouverneur Walz, qui était aussi candidat à la vice-présidence du Parti démocrate en 2024, recevait une demande officielle du comité de surveillance du Congrès. Quelques centaines d'employés du ministère des Services sociaux de l'État. Ils ont écrit anonymement que Walz était entièrement responsable d'une fraude massive. C'est-à-dire, messieurs, plusieurs centaines d'employés de l'État. Anonymement. Vous savez, j'ai dit oui, et eux, il y en avait quoi ? 27 ou 37, je ne me souviens plus exactement. Des personnes qui venaient simplement à l'époque où il était gouverneur et disaient « Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi eux ? Quoi ? Vous les récompensiez. Bien sûr, vous les récompensiez. Par un licenciement. En les jetant dehors. Walz, donc, il devait déjà se présenter pour un 3e mandat, il a déjà abandonné. L'enquête continue. Deuxième affaire. Southern Poverty Law Center. Le 21 avril 2026, un grand jury fédéral a rendu un acte d'accusation, c'est-à-dire qu'il a déjà rendu une certaine décision. C'est le grand jury. Ce n'est pas un tribunal, ce ne sont pas les juges. C'est avant le procès. Il vérifie s'il y a suffisamment de preuves pour dire « Oui, ce sont des voleurs, des bandits, des escrocs. Jugeons-les. » Alors quoi ? Fraude électronique, fausse déclaration dans des banques assurées par l'État fédéral, complot en vue de blanchiment d'argent. Bref, la totale. Selon l'accusation, de 2014 à 2023, l'organisation a envoyé plus. Donc il ne s'agit pas d'une très grosse somme, mais l'essentiel est ailleurs. Ils ont aussi fraudé ailleurs, mais c'est ça le plus intéressant. Ils ont envoyé plus de 3 millions de dollars en dons à des membres du Ku Klux Klan. À des membres d'organisations nazies et d'autres groupes extrémistes. Ce centre, donc, a été pendant de nombreuses années le favori du Parti démocrate et de l'administration Biden. Il dressait une carte de la haine, et pour que les fascistes et le Ku Klux Klan ne disparaissent pas, il leur versait des salaires pour qu'ils continuent à rester le Ku Klux Klan et des fascistes. Il disait « C'est fini pour nous, non ? Tu veux un salaire ? Oui. Alors reste et participe aux manifestations. Bon, d'accord. Et tu continueras aussi à brûler des croix. Avant, ils en brûlaient, oui. Ils disaient « Mais on n'a pas d'argent. On va te donner de l'argent pour les croix. » On te donnait de l'argent, ils payaient grand même le kérosène, l'essence, je ne sais quoi, pour les asperger et y mettre le feu, ainsi que les allumettes. On leur achetait tout, on leur donnait des comptes, ils payaient en même les cagoules blanches. Les gens disaient qu'ils aillent au diable avec leurs cagoules. Non. Vous porterez des cagoules, voilà, commandez-les, nous paierons. Ils payaient, incroyable. Voilà comment ils ont dressé une carte de la haine à travers l'Amérique. Où ils se regroupaient. Et il s'est avéré qu'il finançait une partie de ces groupes pour qu'ils figurent sur cette carte. Pourquoi ? Parce que plus il y avait de haine sur cette carte, plus ils recevaient d'argent. D'accord, la solution était simple, voilà tout. Troisième affaire. Mon préféré, ActBlue. C'est une organisation de collecte de fonds pour le Parti démocrate. Les membres républicains du Congrès ont publié un rapport intérimaire.
La plateforme acceptait des dons provenant d'adresses étrangères via des cartes prépayées. Autrement dit, quelqu'un volait de l'argent. Les nôtres, à vous et à moi, voilà. Avec l'argent des contribuables. Et ensuite, petit à petit, depuis des adresses IP étrangères, eh bien c'est clair comment ça se fait. N'est-ce pas? Il y injectait 5, 10, 20 dollars chaque seconde. Oui, chaque seconde. Il y en avait ainsi 3, 5, 10 centaines chaque seconde. Il recevait d'énormes sommes d'argent. Voilà, il était impossible de vérifier. C'est comme ça qu'ils ont construit le système. Quoi, tu vérifies? Hop, elle ne va pas tomber en panne maintenant. Hop, ça ne se vérifie pas. Le ministère de la Justice, sur décret de Donald Trump du 24 avril 2025, mène une enquête sur les dons illégaux, ce qu'on appelle des dons par prête-nom. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Sur un possible financement étranger. L'enquête est en cours. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais on parle de centaines de millions de dollars par an. Et d'où viennent-ils? D'un chapeau. 4e affaire. Fraude aux programmes fédéraux de l'époque de Joe Biden en général. Bureau d'État de contrôle financier. Ce ne sont pas des outils républicains. C'est une organisation absolument non partisane. Elle évalue les pertes annuelles dues à la fraude dans les programmes fédéraux. 5 à 10% du budget. Pour être clair, nous avons un budget de 7 000 milliards de dollars. Pourtant, cet argent disparaît facilement, sans savoir où il va. Il était là, puis soudain, plus rien. Effacé. De 350 à 700 milliards de dollars disparaissent quelque part. Y compris le Pentagone d'ailleurs. Le ministre des Finances Besson a publiquement déclaré qu'il était prêt à faire de ces données le thème central de la campagne électorale. Oh, il est malin. Oh, il est malin, ce fils de pute. Quand tout cela va-t-il exploser? En septembre sûrement. En octobre, ça devrait déjà exploser, non? Les électeurs qui hésitent encore seront submergés par une avalanche de noms précis, de chiffres précis, de visages précis avec des actes d'accusation précis. On ne pourra plus dire « Ah, c'est rien ». Non, ce sont des actes d'accusation. Il est impossible de se justifier 2 semaines avant le vote. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Après le 19 juillet, ce sera probablement signé. J'espère que oui, même si tout reste possible. Les 2 parties ont déjà annoncé l'accord publiquement. Rappelez-vous, l'Iran a toujours refusé et n'a jamais changé d'avis. Je vais dépasser. Reculer, cela signifie perdre à l'intérieur du pays. Après la signature, le détroit d'Ormuz est ouvert. Le pétrole circule et l'essence baisse. Chaque Américain le ressent à la station-service, lentement. Ça monte, ça redescend, facile. Et puis, bien sûr, ça redescend lentement. Mais quand même. C'est exactement ce dont Trump a besoin jusqu'en octobre, pour qu'en octobre-novembre, tout le monde ait déjà vu que ça allait dans la bonne direction. Plus de 50 000 militaires commencent un retrait progressif chez eux. Là-bas, ils servent souvent tout près. Les familles sont éparpillées là-bas. 60 jours de négociations sur le dossier nucléaire commencent. Je suppose d'avance qu'ils vont se transformer en une période beaucoup plus longue, au moins jusqu'à la fin du mois de novembre. Israël continue de faire pression sur le Liban, j'en suis sûr. Déjà sans la couverture aérienne américaine au-dessus de l'Iran. Le Hezbollah continuera sans cesse de tirer sur Israël. Israël répondra au Hezbollah. Le Hezbollah répondra et ainsi de suite. Quand l'Iran interviendra, les Américains diront « On n'a rien pu faire. Il faut contrôler votre Hezbollah. » Pourquoi tout à coup? Voilà, tenez. Voici des images satellites prises d'en haut. Ils ont tiré. Les Israéliens répondraient simplement. Ils ne peuvent pas ne pas répondre. Et ainsi de suite. Cet accord n'est pas la fin du problème iranien. En aucun cas. C'est le début d'une nouvelle période. Et cette période est paradoxalement plus avantageuse pour le monde libre que tout ce qui a existé auparavant. Je vais expliquer. Nous sommes presque à la fin de ce programme, car le moment le plus important est arrivé. D'ailleurs, sur les 40 personnes qui regardent, il y en a qui, vers le milieu, disent « Oui, j'ai compris ». Et ils arrêtent vendre déjà. Et ils n'arrivent jamais à l'essentiel. Moi, je développe tout. Je mène à quelque chose. Je donne des chiffres précis. Je rapporte ce que les gens disent est vrai, faux, inventé, du même genre, et j'amène tout ça quelque part. Et quand j'arrive à la fin, à la conclusion, les 40 qui ont commencé à regarder disent « Oui, je vais me coucher, les gars ». Mais pourquoi vous regardez alors? Pourquoi vous êtes venus regarder? Hein? Pourquoi? Pour vous dire à vous-même « Il est idiot » ou au contraire pour dire « J'ai déjà tout compris. Bon, il est idiot. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et vous êtes plus intelligent. Bien sûr, vous êtes plus intelligent. Hein?
Mais si vous avez déjà commencé, regardez jusqu'au bout. L'Iran. Après la guerre. Le blocus et la destruction partielle des infrastructures nécessitent au moins 5 ans pour la reconstruction de l'économie. Qui va payer pour ça? Honnêtement, ça m'est complètement égal en ce moment. Pas l'Amérique, croyez-moi. Pas l'Amérique, peu importe ce que racontent les prunes. Les prunes. Pendant ces 5 années, Israël et les monarques du Golfe Persique auront le temps de construire une nouvelle architecture de sécurité, de signer des accords, de créer un système dans lequel le détroit iranien, les armes iraniennes et l'influence iranienne cesseront de jouer le rôle qu'ils jouent actuellement. Vaincre le vainqueur. Donc il n'y en a pas, non. L'Iran a-t-il été détruit? Non, il n'a pas été détruit, mais on lui a arraché les dents venimeuses. Et pendant qu'il fait pousser de nouvelles dents, le monde autour de lui va changer. Est-ce un résultat parfait? Non, messieurs, il n'y a pratiquement jamais de résultat parfait en politique. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été écrasée, contrainte à un traité humiliant, tout le monde célébrait, mais cela a posé la bombe à retardement de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'un tel pays comme l'Allemagne ne peut pas supporter une telle humiliation. Bon, d'accord. Donc un résultat qui donnera au monde libre du temps et de l'espace, pour manœuvrer, pendant que le venin est extrait des crocs. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, pas au niveau des actualités mais au niveau des principes, abonnez-vous. Chaque jour, j'analyse l'actualité mondiale sous l'angle de la science de la liberté. Livré. Gratuit. Mon livre se trouve ci-dessous, dans la description. Téléchargez le livre. Ceux qui le téléchargeront recevront chaque jour des vidéos de 10 minutes, des analyses que je ne publie nulle part ailleurs. Désormais, pour 4 $ par mois, du contenu exclusif pour ceux qui veulent te garder une longueur d'avance. Nous vivons à une époque où une ère se termine et une autre commence. Le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même. La politique américaine aussi, honnêtement, je crois. Malgré tout ce chaos, ce n'est pas une raison de paniquer, mais d'évaluer la situation avec sang-froid. Dites-moi, qu'est-ce que vous préféreriez? Battre les voyous qui vous ont attaqué sur la route et partir fièrement, puis le lendemain ils vous attaquent à nouveau, et vous les battez encore fièrement, et repartez fièrement, et le surlendemain vous les battez encore une fois, et ils vous attaquent encore. Et ainsi, chaque jour pendant 78 ans. Ou préféreriez-vous réorganiser l'espace de façon à ce qu'ils ne puissent plus attaquer? Voilà, quand vous aurez résolu cette question, dans un sens ou dans l'autre, alors peut-être que vous comprendrez ce que fait Trump. En attendant, jusqu'à la prochaine fois, à très bientôt.